Mes chers camarades, bien le bonsoir, bien le bonjour, voilà, ça dépend aussi si vous regardez cette émission en rediffusion, que vous l'écoutez aussi sur Spotify ou Apple Podcast, ou oui, on a lancé un podcast, c'est absolument incroyable. Ce soir, on se retrouve tous ensemble pour une petite interview historique, comme on le fait chaque mois. Ce soir avec Audrey Dominguez qui est avec nous. Bonjour Audrey. Bonjour, bonsoir. Audrey qui est avec nous ce soir, qui est docteur en littérature, associée au laboratoire littérature et art de l'université de Grenoble-Alpes, spécialisée dans les théories de l'imaginaire, avec une thèse qui portait sur l'histoire des noms des plantes, le jardin médicinal d'Antoine Mizaut, qui est un médecin astrologue français du XVIe siècle. En gros, tu es spécialisé dans les plantes, l'imaginaire et le Moyen-Âge, c'est ça en gros ? À peu près, c'est ça, oui. Alors Audrey, comment est-ce qu'on en arrive à travailler sur les plantes et la représentation des plantes fin Moyen-Âge, début Renaissance? Alors déjà, avant de répondre à ta question, merci beaucoup pour l'invitation et merci aussi à Jonathan Froco d'avoir mis mon nom dans les petits mails. Et maintenant, pour répondre plus précisément, alors j'ai fait un bac en littérature et après j'ai fait une licence en lettres modernes. Et durant la licence en lettres modernes, il y avait un cours sur le pot de Fleur Vigneron et j'ai trouvé ça génial. Et elle avait une méthodologie qui était autour de l'étymologie et elle étudiait aussi l'imaginaire dans le sens de structure des images, compréhension des mythes et des significations, des symboles qu'il y a autour d'un objet, d'une idée, de plantes aussi. Et du coup, j'ai décidé, et je lui ai proposé, plutôt de faire un mémoire avec elle, et elle a accepté. Et mon premier mémoire était sur le lys au Moyen-Âge. Comme elle travaille sur les plantes, les jardins, et sur la vie, on va dire, la vie des champs, c'était un sujet où elle était à l'aise pour me diriger. Et du coup, j'ai travaillé sur le lys pendant 2 ans. Donc, il faut savoir qu'il y a déjà des choses qui ont été dites sur la fleur de lys, notamment par Michel Pastoureau et Anne Lombard-Jourdan du côté de l'héraldique. Du coup, le but de mon mémoire, c'était de parler du lys, de la fleur de lys dans la littérature et dans les ouvrages qui traitaient de médecine et des traités agricoles. Pendant ce mémoire, je me renseignais un petit peu sur mon orientation. Et j'ai décidé après de faire une thèse cifre avec Fleur Vigneron, du coup, ce qui a été notamment stimulé par les stages que j'ai faits en herboristerie et qui m'ont beaucoup plu et qui m'ont invité à voir la recherche en dehors de sa structure classique. Ton approche, justement, est-ce qu'elle est plus proche finalement de l'histoire parce que tu travailles sur les plantes médicinales, donc c'est plus proche de l'histoire de la médecine ou de l'histoire des croyances, parce qu'on a du mal souvent à dissocier médecine et croyances, tu vois, les deux s'entremêlent quand même pas mal pendant longtemps. La réponse est dans la question, en fait, c'est-à-dire que dans l'histoire de la médecine, il y a toujours une part de croyance où on va la rattacher à des histoires, à des mythes. Pour l'époque que j'étudie, par exemple, donc fin du Moyen-Âge, Renaissance, on va trouver toujours des références mythiques, même s'il y a un appui, on va dire, théorique et des réflexions sur des cas pratiques. Sur cette recherche-là, toi, tu la situes de quand à quand, qu'on borne un peu chronologiquement, parce que c'est vrai que quand on a annoncé ta venue sur les réseaux sociaux, vraiment les gens ont commencé à parler de trucs dans l'Antiquité ou un peu plus tardif. On a eu beaucoup de choses peut-être un peu cadrées. Alors, pour cadrer, sur le lys au Moyen-Âge, je me suis vraiment concentrée sur ce qu'il se passait en France, de la fin du Moyen-Âge ou de la deuxième partie du Moyen-Âge jusqu'au début de la Renaissance. Et pour ma thèse, j'ai vraiment travaillé sur Antoine Mizaut, donc qui est un médecin, comme tu disais, de la Renaissance et vraiment au XVIe siècle, qui s'inspire quand même du Moyen-Âge. Donc c'était bien d'avoir toute cette réflexion avant pour pouvoir poser un petit peu plus mes réflexions. Donc pareil, on va dire 1520-1578 pour mettre des bornes. Et j'ai vraiment travaillé sur 7 portraits de plantes durant ma thèse.
Donc la menthe, la verveine, la mélisse, le tilleul, l'oranger et le poivre, qui ont tous des particularités et des symboles qui peuvent être intéressants pour étudier l'imaginaire des plantes. Et du coup, tu as quand même un peu creusé sur d'autres périodes ou pas? C'est vrai que quand on parle des plantes ou de l'herboristerie, tout de suite, il y a enfin, il y a la figure des druides, des choses comme ça qui arrivent. Est-ce que tu as pu approcher ces thématiques? Je suis surtout restée dans la médecine renaissante, où j'ai pas trop abordé tout ce qui est alchimie non plus. Vraiment la médecine par les plantes pour que ce soit cohérent aussi avec l'entreprise avec qui je travaillais. Et alors, sur quel type de documents tu travailles? Alors, que ce soit sur Antoine Mizault ou peut-être d'autres sources, comment tu abordes ce sujet-là? Est-ce qu'il existe comme des bestiaires, tu vois? Ça va dépendre vraiment des ouvrages et du public qui est visé à travers ces ouvrages. Par exemple, dans le livre des propriétés des choses qui a été mis en français, on va dire au XVe siècle, c'est une encyclopédie, donc on va retrouver des tas d'autres références justement sur les plantes, sur la fonction du monde, les nuages, le ciel, la terre, et puis on va avoir vraiment un livre complet sur les herbes et sur les arbres. Il y a d'autres, mais pour recentrer sur Antoine Mizault, par exemple, lui, dans son jardin médicinal, il va regrouper vraiment toutes les plantes et tous les arbres. Donc ça va dépendre parfois des savants et des sources même que j'étudie. Alors justement, on parle des plantes et on parle de symbolisme. Comment est-ce qu'on sait qu'une plante, elle est attachée à tel ou tel symbole? Alors, je vais regarder essentiellement les sources littéraires pour ma part, mais c'est vrai qu'on peut aussi regarder du côté de l'histoire de l'art et dans toutes les sortes d'images qu'on peut produire. Mais comment dire, souvent c'est intégré de façon à ce que ce soit clairement présenté ou plus ou moins présenté. Enfin, par exemple, dans le texte d'Antoine Mizault, on va avoir une partie description qui va être plus comment la plante est représentée physiquement. On va avoir une partie sur les vertus et après on va avoir une petite histoire plus ou moins mythique, plus ou moins mythifiée sur les plantes, et c'est comme ça qu'on va arriver à associer certaines symboliques. D'autres fois, ça va être directement dans la description où on va avoir des comparaisons et ça va permettre d'alimenter la représentation de la plante. Alors, moi qui ai beaucoup travaillé tu vois, sur les figures de la pop culture, des épées légendaires, de personnages, de choses comme ça, on voit que ces personnages, ces figures légendaires, ces épées légendaires, ces chevaux, c'est ce que tu veux, ça va évoluer dans le temps avec les différentes productions littéraires qu'il y a pu avoir et du coup le symbole ou l'interprétation qu'on en fait change. Est-ce que c'est la même chose pour les plantes? Oui, bien sûr. Alors d'un côté, il va y avoir l'histoire qui va alimenter comment dire, les histoires en général dans la littérature qui vont un petit peu alimenter l'imaginaire des plantes. Il y a certains usages aussi qui vont être comment dire, modifiés, inventés suivant un trait caractéristique qu'on n'aurait pas développé avant. Et puis après, il peut y avoir aussi des jeux autour du nom même de la plante, par exemple pour la menthe. Comme ça ressemble à mental et au mensonge, eh ben, on va associer des vertus de la menthe à tout ce qui est soin des maux de tête, ou alors justement quelque chose d'un petit peu plus comment dire, d'un petit peu plus vertueux dans le sens moral. C'est-à-dire, on va dire, ah ben, si tu prends de la menthe, c'est peut-être que tu mens, ou au contraire, si tu prends de la menthe, on va faire appel à ton mental, donc tu vas mieux raisonner après. Alors, on précise quand même ce soir qu'on est là sur la représentation et la symbolique des plantes. Donc, ce qu'on dit ce soir, ce qu'on aborde, ne fait pas parole de médecin, d'accord? Voilà. N'allez pas prendre de la menthe pour pallier à ces problèmes-là. Voilà, ça soigne pas les maux de cœur encore. Mais, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais nous, on promet rien. Et justement,
est-ce que on trouve forcément une symbolique liée à chaque plante qui existe? Est-ce qu'une plante doit forcément avoir une symbolique, ou est-ce que y a des plantes qui n'en ont pas tout simplement? Souvent, quand on va leur donner des usages médicinaux, on va vouloir leur attribuer un mythe ou leur raconter une histoire et leur apporter des propriétés symboliques. Mais c'est pas la même chose dans toutes les cultures et à toutes les époques. Par exemple, pour l'arbre, on a souvent dit qu'il y avait toujours des mythes sur les arbres, mais en fait, on se rend compte que dans certaines cultures africaines, c'était pas du tout le cas. Et c'est aussi quelque chose qui est intéressant à prendre en compte quand on étudie l'imaginaire. C'est que souvent, enfin, dans les critiques de l'imaginaire, donc c'est vraiment une théorie de l'imaginaire dans le sens d'analyse des structures et des mythes, et pas imaginaire dans le sens de fabuleux et incroyable, faux. Il y a parfois eu ce réflexe de dire on a une image qui est universelle, mais c'est plus vraiment le cas. Et je tenais à préciser qu'il y avait quand même des théories et des nuances à apporter sur certains ouvrages qui ont eu lieu au XXe siècle autour de l'imaginaire. C'est quand même plus affiné ces dernières années. Peut-être une question avant de rentrer sur le cas pratique de la fleur de lys. Concrètement, à quoi ça sert et à qui ça sert de connaître la symbolique des plantes? Pour choquer un peu, je dirais aux marketeurs, mais allons-y, ça me plaît bien. Disons que comprendre la symbolique, c'est comprendre un petit peu quels sont les arguments qui peuvent être en jeu dans dans la construction de nos idées et de nos pensées. Et souvent, la symbolique, ça va faire référence à quelque chose qui nous tient à cœur ou des valeurs individuelles ou sociétales qu'on va essayer de valoriser ou au contraire d'atténuer. Et du coup, apprendre la symbolique, c'est apprendre à communiquer de manière plus claire sur certains intérêts, sur certains objets, sur certains produits. Par exemple, sur quelque chose, je suis en train de travailler sur l'hypocrase en ce moment, puisqu'on en parle souvent, et c'est une boisson médiévale qui redevient à la mode, même si on se rend compte qu'au XVIIe et au XVIIIe siècle, il y avait certaines idées qui étaient déjà présentes avec cette recette. Mais on a toujours associé la boisson à une boisson d'évasion, à une boisson exotique, à une boisson aussi qui relève du festif. Donc ces éléments de description, ça va permettre après de mieux en parler, de mieux les réutiliser dans la communication, entre autres. Pour les marketeurs. Pour les marketeurs et puis aussi pour soi et comprendre un petit peu les enjeux de certains discours sur nous. Alors, cas pratique justement, la fleur de lys. On va se spoiler totalement l'épisode que je ferai un jour sur YouTube. Mais allons-y, parle-nous un petit peu de la fleur de lys, de sa naissance peut-être en termes de représentation. D'où est-ce que ça vient? Où est-ce qu'on la retrouve? Comme ça on y verra un petit peu plus clair dans ton travail aussi et dans ce que tu peux analyser. Alors comme je le disais, il y a une partie qui a déjà été bien étudiée par Michel Pastoureau et Anne Lombard-Jourdan sur justement l'apparition de la fleur de lys avec le mythe associé à Clovis qui avant avait son bouclier avec des crapauds et une fois qu'il a décidé d'être un bon chrétien et de réunir tous les Francs, il y a des fleurs de lys qui sont apparues sur son... Et c'est une plante, ou en tout cas c'est un symbole héraldique, qui revient souvent parce que ça renvoie à la Christa, donc vraiment trois axes qui renvoient aussi dans la symbolique à l'élévation spirituelle et petit à petit à la royauté, à la dignité royale. Du coup, la partie que j'ai vraiment étudiée sur la fleur de lys, c'est justement comment cette dignité royale et cette représentation de la fleur avait été utilisée. Et justement, j'ai essayé de voir aussi si des éléments on va dire, des écrits botaniques, en me référençant par exemple au livre des simples ou au livre des propriétés des choses, on pouvait
remarquer des descriptions botaniques qui intégraient la littérature, par exemple. Et d'autres représentations, parce qu'on voit après que ça revient aussi dans les symboles de la Vierge, du Christ, etc. Et en regardant un petit peu plus près dans la littérature, il y a un passage qui me semble intéressant à montrer aujourd'hui. C'est celui de la quête du Graal avec Bohort. Et Bohort, qui est un chevalier qui est connu pour sa chasteté, mais aussi pour ses vertus qui le prédisposent à voir le Graal, ou en tout cas à accéder au plus proche du Graal, va faire un songe avec une fleur de lys à l'intérieur. Et dans ce songe, il va voir d'un côté la fleur de lys qui se penche, et d'un autre côté de la pourriture. Et là, on remarque dans la description qu'il y a dans la quête de la fleur de lys, on va avoir vraiment des éléments botaniques sur la plante qui se penche, mais la tige qui reste toujours droite. Et qu'est-ce que ça veut dire du coup? Ça veut dire que la description botanique de la fleur va inviter Bohort à mieux comprendre le rôle qu'il a dans la quête. Et là, dans le cas de la description du songe, c'était protéger une pucelle, par exemple. Donc, on voit comment, d'un côté, la description scientifique peut permettre le développement de symboles littéraires, ou en tout cas d'images littéraires. Cette fleur de lys, elle a... on la retrouve quand même avant ou pas, cette quête du Graal ou pas? Est-ce qu'on l'a dans l'Antiquité déjà, on la connaît ou... Oui. Alors pour les textes, on va dire littéraires antiques, je ne sais pas trop, mais on va en trouver chez Pline l'Ancien, par exemple, où il y a des références à des usages médicinaux de la fleur de lys. Enfin, c'est une des fleurs qui est quand même souvent le plus plébiscitée, parce que la fleur est très belle, très impressionnante, et comme la rose, on va vouloir les mettre en avant. Et alors nous, la fleur de lys, on la connaît surtout pour un truc, c'est quand même pour être le symbole de la royauté, on va dire. C'est le symbole royal. Pourquoi c'est devenu un symbole royal et comment? Bonne question, j'irai aller voir Michel Pastoureau, il le dira mieux que moi. Alors sinon, il y a c'est un roman, c'est le roman de La fleur de lys de Guillaume d'Igulville, qui explique justement comment on dresse le symbole de la fleur de lys pour bien habiller le roi. Et on explique en fait qu'il y a des tas d'éléments de la fleur de lys qui sont des descriptions botaniques, comme par exemple la tige est droite. Ah bah oui, ça veut dire que le roi s'élève vers le ciel. Par exemple, les pétales aussi sont très blancs, donc symbole de pureté, mais ils sont aussi pointus, donc ça peut être une pointe qu'on met sur une lance, c'est quelque chose de guerrier. Et comme, disons que souvent on utilise les symboles de la fleur de lys pour valoriser la France dans une période qui est souvent en guerre, hein. Dans ces cas-là, d'Igulville, ça a été écrit... le roman de La fleur de lys de Guillaume de Tigulville, ça a été écrit pendant la guerre contre les Anglais. Donc il y avait aussi ce besoin de justification de la dignité royale. Donc c'est comme ça que ça s'est alimenté aussi. Il y a tout un contexte historique qui a laissé place, en fait, qui a impliqué la nécessité d'un symbole fort à ériger pour justifier une prise de décision, ou une posture, on va dire. Et est-ce que la fleur de lys, c'est une histoire un petit peu, je ne vais pas dire exclusive, un peu hors norme dans l'histoire de la représentation des plantes, ou est-ce qu'il y a d'autres plantes comme ça qui ont eu une destinée, on va dire, auprès du grand public par la suite? La rose, du coup, c'était symbole anglais aussi pour la royauté. La guerre des deux roses, d'ailleurs. Il y a aussi cette chose, c'est que dans l'héraldique, en fait, il n'y a pas trop de plantes. La rose et le lys, c'est vrai, c'est souvent des exceptions. Alors parfois, il y a l'iris aussi, on va me dire. Mais on va souvent mettre des animaux, parce qu'au niveau de
on va dire, de l'ordre des créations divines, la rose, les plantes sont en dessous des animaux, donc il va y avoir aussi une symbolique plus forte quand on parle d'animaux en héraldique. Et est-ce que tu peux nous parler justement un peu de la représentation des autres plantes sur lesquelles tu as travaillé? Tu nous parlais de la menthe tout à l'heure. Donc quand j'ai choisi ces 7 plantes, c'était surtout parce que c'était des plantes médicinales qu'on retrouvait en tisane ou qui servaient à parfumer des tisanes pour le cas du poivre. Et ce qui m'intéressait dans la menthe, c'est que c'est une plante hyper connue qu'on utilise pour tout, sous toutes les formes. Et ce qui était impressionnant pour la menthe, c'était du coup d'avoir ce rapport aromatique et d'étudier les plantes aromatiques et de voir s'il y avait des mythes qui étaient associés à la menthe et pourquoi on en parlait autant. Bon, déjà, la menthe, ça sonne bien, on peut l'associer à d'autres mots. Et puis, ce qui était intéressant aussi avec la menthe et dont on parle assez peu finalement, c'est le mythe autour de Ménté, qui est une nymphe que Hadès aimait. Et du coup, comme c'est une nymphe, on sait ce qui lui arrive, c'est-à-dire que soit Cérès, soit Perséphone s'énerve contre elle et lui dit bon bah c'est bien d'aimer les nymphes, mais tu vas l'aimer en forme de plante. Et après, ce qui va arriver à Ménté, c'est qu'elle va être transformée en plante. Et un des points qui va être intéressant à voir, c'est qu'on ne va pas traiter sa transformation n'importe comment, et on va expliquer que Ménté, en fait, elle se transforme, mais elle se répand partout sur la colline. Et du coup, là, on a l'explication de la menthe comme une plante qui pousse en abondance et qui est difficile à faire, qui est difficile à faire mourir, mais en tout cas qui est très prolifère. Et c'est quelque chose qu'on retrouve en botanique. Et après, ça va évoquer des tas de choses aussi, comme la menthe qui est une plante renaissante, qui revit facilement. Avec ce mythe aussi, on a l'idée que la menthe est une plante de l'amour, donc plante aussi qui va être réservée aux potions magiques et aux filtres aphrodisiaques. Alors depuis tout à l'heure, tout le monde demande, mais je sais pourquoi, la mandragore, parce que forcément, quand on parle des plantes, et puis il y a le mot imaginaire, tout le monde pense à Harry Potter, je pense. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur la mandragore, peut-être? Fun fact, par exemple, sur la mandragore, donc on pense souvent que la plante a un corps d'homme ou de femme. Et en tout cas, dans la culture populaire. Cependant, on disait aussi au Moyen-Âge, tout le monde pense que la mandragore a un corps de femme, mais ça ne se trouvait pas toujours dans les traités médicaux, dans les encyclopédies, pardon. Et il y avait quand même des auteurs au Moyen-Âge qui étaient très conscients que du fait que la mandragore, justement, n'avait pas ce corps qu'on lui prêtait, mais que c'était vraiment une interprétation. Après, je pense qu'il y a les points caractéristiques qui sont très connus de la mandragore, qui est en fait l'herbe du pendu. Donc, c'est le sang du pendu qui est tombé à terre. Et du coup, de ce sang a rejailli une plante aux effets et aux vertus incroyables. Et forcément, comme c'est une plante incroyable, il faut aussi l'accueillir d'une façon très spécifique. Et là, on demande à un chien de tirer la plante. Et une fois que la plante est tirée hors de la terre, elle hurle, tue le chien. Et après, on n'a plus qu'à prendre la mandragore et l'utiliser comme on le souhaite. D'où le fait que la mandragore hurle dans Harry Potter. C'est ça. On a une question peut-être avant de passer aux autres plantes qui m'intéressent. Et de Mabarbs qui nous dit je m'interroge sur les liens entre plantes, femmes et sorcières. J'ai l'impression que c'est beaucoup une affaire de femmes liée à des symboles et usages. Ou est-ce que c'est une idée moderne? C'est une idée moderne. Mais c'est compliqué à développer parce qu'il y a toute une réflexion autour de la médecine sur ce qui était médecine officielle et médecine moins officielle, ce qu'on autorisait, ce qu'on condamnait ou pas. Et donc pour le Moyen-Âge et une bonne partie, surtout la Renaissance en fait, on remettait en cause les savoirs
féminin autour des plantes parce qu'elles n'avaient pas étudié. Du coup, on interdisait aux femmes d'avoir un lien, en tout cas de soigner avec les plantes. Mais dans la plupart des textes que l'on trouve, par exemple chez Miso, mais aussi dans toutes les encyclopédies et tous les traités de médecine, ce sont des hommes qui font des recettes et ce sont des recettes à base de plantes aussi. Ce qui va changer un petit peu aussi la donne, c'est qu'il faut faire la nuance entre magie naturelle et sorcellerie. Donc la sorcellerie, ça va être du côté de la démonologie, donc point que je maîtrise pas trop, mais magie naturelle, ça impliquait des savoirs, on va dire, secrets sur les plantes. Donc il fallait avoir des connaissances particulières et avoir beaucoup étudié pour comprendre les vertus des plantes et potentiellement leurs vertus divines. Et ça devait être pour quelques hommes seulement. Donc il y a parfois une nuance qui a été, ou en tout cas un contraste et un antagonisme qui a été créé entre les hommes savants qui maîtrisent la magie naturelle et les femmes sorcières qui, elles aussi connaissaient les plantes, mais qui n'étaient pas autorisées à les transmettre, on va dire, comme elles le voulaient. Et puis après, il y a aussi une autre partie sur les sorcières qui on va dire, est plus de l'ordre contextuel, c'est que souvent, quand on parlait des femmes guérisseuses, c'était une ou deux femmes dans une localité précise et qui n'avaient pas forcément de généralité à faire sur les femmes sorcières. Tu as travaillé sur le poivre aussi ? Oui. Parce qu'effectivement, on nous pose pas mal de questions sur le poivre. Est-ce que c'était déjà arrivé en France au Moyen-Âge, voilà, d'où ça vient, etc. Je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes à développer là-dessus. Alors, le poivre, on en avait déjà à l'Antiquité. Donc, il faisait un sacré trajet. Et ce qui est intéressant avec le poivre, c'est que c'est la graine qui venait, mais on ne savait pas forcément sur quoi il poussait vraiment. Pendant longtemps, on a pensé que c'était sur un arbre, alors qu'en fait, ça ressemble plus à une liane. Et autour du poivre, du coup, comme on ne connaissait pas trop son origine, enfin, on savait que c'était une origine lointaine, mais sur les façons dont se déroulait la cueillette et comment on passait du fruit, du poivre cueilli au poivre dans l'assiette occidentale, il y avait parfois un petit peu des mythes qui étaient créés. Et notamment, inspiré, on va dire, du mythe des Hespérides, on pensait que le poivre était gardé par un dragon, et que pour récupérer ce poivre, en fait, il fallait combattre un dragon, en tout cas une bête reptilienne, qui crachait du feu et qui brûlait les graines de poivre. Et c'est pour ça que les graines de poivre arrivaient noircies en Occident. Donc parfois, ce mythe a un peu été utilisé par les commerçants, puisqu'une fois que le grain est brûlé, on ne peut plus le cultiver. Mais il y avait quand même des tentatives de culture, par exemple à Venise, je crois, pour le poivre. Tu as d'autres exemples comme ça d'histoires un peu mythifiées ou autres autour des plantes utilisées justement par les marketeurs, par les commerciaux qui font transiter ces plantes? Alors je crois qu'il y en a eu autour du sang-dragon, donc c'est pas vraiment une plante, mais c'est une gomme qui est issue d'une plante où on essayait, je crois, de la colorer, de la transformer ou créer complètement une autre gomme à partir d'elle. Et en fait, c'est à partir de ce charlatanisme, on va dire, qu'il y a eu toute une littérature à partir pour la Renaissance, au moins sur XVIe siècle sûr, où on va avoir justement des médecins qui disent d'uniquement consommer français et de s'assurer de l'origine de ces produits pour les plantes, pour s'alimenter et aussi pour se soigner. Donc ça fait penser un petit peu à ce qu'on vit aujourd'hui, je trouve, avec le Made in France. Tu peux nous en dire un peu plus justement sur ces charlatans qui utilisent les plantes ou... Alors, qui utilisent les plantes et aussi qui prennent la place qui se disent médecins, mais qui ne le sont pas forcément. On va dire que à la fin du XVe siècle, il y a des questionnements qui se font entre les médecins et les apothicaires pour savoir qui a le droit de faire les médicaments, qui a le droit de prescrire un remède, qui a le droit de donner un remède.
Et il va y avoir des disputes, même des écrits entre pharmaciens ou entre médecins et apothicaires qui vont un petit peu se battre dans leur préface pour dire ah ben franchement tel apothicaire elle devrait pas faire ça, ou ah ben oui mais vous avez vu les médecins, c'est vraiment pas à eux de faire ça, etc. Et et au niveau du charlatanisme, c'est vrai qu'il va y avoir ces conflits-là, et puis il va y avoir aussi, comme je te l'ai dit, cette idée de bien vérifier ses plantes et de pas parler à n'importe qui, de bien vérifier ses sources aussi. C'est aussi dans la même lignée qu'on va commenter un petit peu les écrits antiques pour dire, oh, bon, finalement, Galien, c'est pas toujours aussi bien que ça, ou ah, si, quand même, Galien, il faudrait l'utiliser. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y avait on peut imaginer que pour les gens qui s'intéressaient aux plantes et à leurs vertus et à leurs histoires, il devait y avoir des relations d'échange aussi entre eux. Est-ce qu'il y avait une réelle communication entre les différents botanistes, si on peut les qualifier comme ça, les voyageurs, les marchands Ah, totalement. Il y a un bel article alors c'est Floric Egmont qui a parlé un petit peu alors des lettres qui étaient envoyées à Charles Lécluse, qui est un botaniste aussi qui a rassemblé plein d'informations sur les nouvelles plantes qui étaient découvertes. Et en fait, alors il parle avec des botanistes, il parle avec des voyageurs, enfin lui-même voyageait beaucoup aussi. Il y a tout le principe d'herborisation, c'est pas, enfin les herboristes, les médecins étaient aussi des voyageurs, donc ils voyageaient autant qu'ils le pouvaient, et sinon ils faisaient appel à d'autres personnes, soit qui voyageaient effectivement et qui commerçaient, soit des personnes qui appréciaient tout simplement la botanique, ou en tout cas l'étude des plantes, parce qu'à l'époque, c'est compliqué de parler de botanique. Mais il y avait des liens, par exemple, qui étaient faits entre des femmes bourgeoises et des botanistes, où on s'échangeait les plantes. Il y avait aussi une idée d'exclusivité dans les plantes, où ben, je t'ai gardé ça de côté, t'inquiète pas, il y a quelqu'un qui me l'a demandé, mais bon, j'ai pas cédé, t'en fais pas. Donc c'est intéressant de voir aussi que c'était un sujet à la mode d'actualité qui faisait un petit peu vibrer les foules, dans le sens où c'était à la fois intéressant d'un point de vue didactique, et aussi on pouvait se soigner, mais aussi on pouvait se divertir à côté et se mettre à jour sur les dernières nouveautés. Et est-ce que tu sais un petit peu comment s'organisait le commerce de ces plantes? Parce qu'on imagine que pour des plantes qui viennent de loin, du coup, c'est des plantes qui sont plutôt séchées. Alors, il va y avoir des plantes séchées et des plantes broyées aussi. On va prendre certaines parties de plantes, pas d'autres. Il va y avoir aussi des graines éventuellement qu'on va essayer de rapporter et de recultiver sur place. Mais après, j'imagine, là encore une fois, à voir vraiment avec un historien des plantes, mais j'imagine que c'était aussi au cas par cas. Question improvisée de ma part aussi, mais ces derniers temps sur YouTube, on a beaucoup travaillé sur la Chine et surtout les relations entre l'Asie et l'Occident et toutes les marchandises qui ont pu s'échanger depuis l'Antiquité. Est-ce que dans la littérature, on a une trace de ces plantes venues de l'autre bout du monde? Oui. Le premier ouvrage auquel je pense, c'est celui de Marco Polo sur le divisement du monde, où il parle justement de ces plantes improbables, même si c'était pas exactement le même endroit, mais on va en trouver aussi. En fait, ce qui est intéressant dans le développement des herbiers du XVIe siècle, c'est qu'on va avoir un intérêt nouveau pour les plantes. Par exemple, pour le séné, on va faire des traités tout entiers sur cette plante, parce que c'est nouveau et parce que ça évoque l'ailleurs aussi. Toi qui as bossé du coup sur Antoine Mizaut, donc début XVIe siècle, mais aussi sur d'autres textes peut-être avant et après, est-ce qu'il y a peut-être pas une explosion, mais en tout cas un apport significatif de nouveaux textes à partir du début XVIe siècle, où on peut imaginer que avec la découverte du Nouveau Monde, par exemple, et le retour des marchands et des expéditions en Europe, il y a de nouvelles choses qui sont introduites? Oui, forcément. Déjà, XVIe siècle, c'est l'imprimerie. Donc, on va vouloir diffuser plus d'informations
sur plus de sujets. Et la médecine est quand même un des sujets essentiels sur lequel communiquer. Donc, il va y avoir beaucoup d'auteurs qui vont s'exprimer à ce sujet. Beaucoup d'auteurs qui vont s'exprimer aussi autour des plantes qui peuvent soigner. On va reprendre les écrits antiques, comme je disais. On va aussi tenter d'autres formes de communication autour des plantes, puisqu'on ne s'adresse plus exactement au même public. Antoine Mizault, c'est un petit ouvrage de 9 cm de long qu'on peut glisser dans sa poche et qu'on peut prendre au bord d'un chemin pour herboriser, justement. On va trouver aussi des formes plus poétiques sur les plantes, donc d'ouvrages sur les plantes médicinales, où on trouve par exemple Thomas Lesplenier qui a fait un ouvrage sur les plantes, où il explique leurs vertus en rime. Pareil, chez Antoine Mizault, on va trouver des parties qui sont rimées pour aider à l'apprentissage, mais aussi pour plaire. Encore une fois, c'est encore dans l'idée d'avoir un livre plaisant à apprendre et plaisant à lire. Donc voilà, il y a beaucoup de livres qui vont quand même être publiés au sujet des plantes, alors en latin, mais aussi en français, puisque ça devient une langue qui est de plus en plus valorisée pour l'étude de la médecine, ou en tout cas la transmission des savoirs médicaux. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la mythologie, et en particulier la mythologie grecque d'ailleurs, parce qu'il y a énormément d'usages de plantes là-dedans. Est-ce que ces textes-là de la mythologie grecque sont encore beaucoup utilisés ou réinterprétés au Moyen-Âge et à la Renaissance? Est-ce que tu peux nous détailler quelques petits exemples de ces usages littéraires des plantes? Du coup, comme je le disais un petit peu aussi tout à l'heure, c'est dans la présentation d'une plante, dans les ouvrages que j'ai étudiés, donc souvent des ouvrages de médecins, il va y avoir la partie description, liste des vertus des plantes et une partie historique. Et donc la partie historique, ça va souvent être soit une histoire personnelle, soit une histoire qu'un autre médecin a vécue. Donc la partie expérience, vous voyez, j'ai testé pour vous. Et une partie aussi plus mythique. On avait prévu des exemples dans notre préparation, puisque oui, nous préparons les émissions incroyables. Par exemple, tu m'as cité l'exemple de Carthage détruite à cause d'une figue. Donc ça, c'est chez Antoine Mizault aussi, qui a expliqué du coup l'importance d'avoir des figues fraîches, etc., pour bien s'alimenter, que ça aide aussi pour la digestion, etc. Et du coup, dans la valorisation de la figue, pour dire que c'est vraiment quelque chose d'incroyable, il faut dire que Caton l'avait utilisé pour parler au Sénat et dire « Regardez cette figue ». Bah oui, qu'est-ce qu'elle a, cette figue? Bah, elle est fraîche, oui. Eh ben, je l'ai cueillie dans le camp voisin. Ça veut dire qu'ils sont juste à côté. Ah ben, du coup, faut les attaquer. Et c'est comme ça qu'une énième guerre punique a été lancée. Et ça sert à expliquer... d'une part, l'importance de la plante en lui donnant toute sa valeur dans un contexte historique. Et là, d'un coup, la réintégrer dans une histoire qui est complètement mythifiée, ça va la valoriser. Et d'une part, ça va être agréable à entendre parce que c'est incroyable cette histoire, je vais pouvoir la raconter à mes amis. Et puis de deux, ça va permettre aussi de mieux intégrer ce qui a été, ce qui a été dit à côté, sur l'histoire de la figue, par exemple, et sur les vertus de la figue. On a aussi des histoires un peu rigolotes autour de l'olivier ou de l'huile d'olive. Oui, alors avant Caton, par exemple, pour l'huile d'olive, donc Hannibal est pas encore passé dans les Alpes, et comme il fait froid, il va s'enduire d'huile d'olive, et c'est comme ça qu'il va retrouver toute sa force de guerrier pour pouvoir traverser les Alpes. Est-ce que ça marche en vrai? J'aimerais bien, j'aurais moins froid l'hiver, mais... Ça va coûter cher. Autant prendre une couette. Alors, pour l'olivier, Athéna, c'est plus connu, celui-là. Ah, j'en ai deux. Alors, il y en a un, c'est Athéna, on le connaît avec Poséidon. Poséidon propose, je sais plus ce qu'il propose, il propose un cheval, je crois, pour Athènes. Et Athéna va proposer un olivier qui va donner des fruits. Et du coup, les Athéniens vont dire, oui, on va choisir cette déesse qui nous a accordé un merveilleux don pour veiller sur nous. Donc, encore une fois, valorisation de l'arbre
grâce à une déesse, et on va en tirer toute la symbolique intéressante autour de ça. Et il y a aussi un autre mythe sur l'olivier, comme c'est un arbre qui a une très forte symbolique, on va le retrouver dans de nombreuses histoires. Et notamment dans alors que je me rappelle bien, c'est Livia, donc la femme d'Auguste, qui voit une poule et dans son bec, elle a une petite branche de laurier cette fois-ci, mais un oiseau avec une branche dans le bec, ça fait penser aussi à d'autres mythes et à d'autres histoires symboliques intéressantes. Et en voyant cette poule avec cette branche, elle ne sait pas en quoi en faire, mais elle va voir un devin qui lui explique qu'en fait, il faut faire planter cet arbre et que de cet arbre jaillira toute la prospérité, encore une fois, dont la ville a besoin. Donc, encore une fois, ce qui est intéressant à voir, c'est que quand c'est indiqué dans la ville, dans de tels ouvrages médicinaux, ça permet aussi de justifier la vertu et d'expliquer pourquoi l'auteur, le médecin, a choisi de parler de cette plante. C'est que d'une part, ça a des vertus, mais ça a aussi une histoire incroyable. Donc ça vient renforcer à nouveau l'idée que les plantes, c'est trop bien, prenez-les, achetez-les, écoutez ce que je dis. Bon, il y a la mythologie grecque, la Rome antique, tous ces trucs-là. Tu m'avais quand même évoqué Siegfried dans la chanson des Nibelungen. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça a comme rapport avec les plantes? Ça m'intéresse. Siegfried, c'est un petit peu le Achille de la mythologie nordique. C'est-à-dire qu'il a été baigné dans un bain qui le rend invincible, sauf que il y a une feuille de tilleul qui a été mise sur lui, enfin qui s'est déposée sur lui pendant qu'il se baignait, et du coup, eh bien, à l'endroit où la feuille de tilleul s'est déposée, entre les deux omoplates, il a le seul endroit qui le rend mortel. Et forcément, il y a un de ses ennemis qui va la prendre à un moment et il va être tué justement à l'endroit où il va avoir cette marque du tilleul. Et qu'est-ce que ça nous dit sur le tilleul du coup? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas n'importe quelle feuille, enfin, c'est une feuille de tilleul qui ressemble au cœur. Et du coup, ça va nous montrer à quel point être touché au cœur, ça peut être... ça peut avoir une forte symbolique. Après, le tilleul aussi est nettement plus important dans la symbolique, on va dire, de la région allemande que plutôt française. Et il y a tout un livre de Pauline Le Plongeon, je crois, qui parle de la symbolique du tilleul, qui est intéressante. Parce que, enfin, on trouve quand même l'idée que le tilleul, c'est un arbre qui... déjà, c'est un arbre qui est lié au Dieu, donc c'est un arbre avec une symbolique forte, mais c'est aussi un arbre du cœur et de la rencontre. Alors, on parle des plantes depuis tout à l'heure, mais ce qui concerne les fruits et légumes, il y a aussi une littérature qui se développe autour ou pas du tout? Alors, oui, ça va plus être... alors, il y a toujours une partie des plantes, par exemple, chez Antoine Mizeau, il va parler de certains légumes et de certains... puisqu'on va considérer d'un côté les plantes comestibles et d'un autre côté les plantes qui ne le sont pas. Enfin, c'est souvent le cas. Et on va avoir beaucoup de traités aussi rustiques sur les fruits et les légumes qui vont nous permettre de bien nous nourrir, de bien se soigner aussi, puisque l'alimentation et le soin sont intrinsèquement liés. Par exemple, autour de la pomme, il y a une symbolique qui est très développée. Autour de la pomme, c'est vrai qu'il y a une symbolique qui est très développée, il y a un nom aussi qui est très développé. C'est que, en fait, la pomme, donc l'origine du mot, c'est mala, et c'est pour symboliser le fruit rond. Donc, à chaque fois qu'on va avoir un fruit rond, on va avoir une petite indication sur un... Mala, ça veut dire c'est rond, c'est comestible, ou plus ou moins comestible. Donc, on va l'associer à d'autres fruits et légumes. Par exemple, l'orange, ou l'orange, le citron. On va soit dire mala, soit pomme directement, mais c'est encore une fois, on a plus l'idée de rond que de fruits spécifiques vraiment. Et donc c'est ça qui est intéressant dans la motivation sémantique de certaines plantes,
un mot va plus renvoyer à une idée qu'à un fruit précis. Et donc, on va avoir la pomme grenade, on va avoir la pomme d'orange, la pomme de citron, et par exemple, on va avoir aussi de la pomme de mandragore pour le tout petit fruit de mandragore. Et par exemple, l'aubergine va être appelée mala insana parce qu'on pensait qu'elle n'était pas très saine, comme elle ressemblait. Enfin, la plante de l'aubergine ressemblant beaucoup à la plante, à la mandragore, on va lui attribuer un petit peu des vertus nocives qui seront compliquées à lutter au fil du temps. Alors justement sur la pomme, est-ce que tu... Attention, là je pars sur des trucs qu'on n'a pas préparés, hein, mais pourquoi la pomme comme symbole du fruit défendu par exemple? Encore une fois, ça renvoie à ce qu'on disait, c'est que quand on parle de pomme, en fait, on parle d'un fruit rond. Donc déjà, est-ce une pomme, est-ce une figue, est-ce un coin, on ne sait pas trop. Mais dans l'idée de rond, en tout cas dans la mythologie, on va dire occidentale, le rond, ça symbolise la perfection, donc fruit de la connaissance, on a presque un microcosme qui se forme autour d'un seul fruit. Et donc le fait de détruire ce microcosme, le fait de détruire ce rond à travers la morsure, bah, ça va contribuer en tout cas à la création d'un mythe de la chute et d'une perte. Et c'est aussi le fait que la pomme, comme c'est un fruit qui est fortement répandu, en tout cas l'idée de pomme générale, fruit rond, c'est un fruit qui est très répandu, c'est un fruit qui est abondant, et du coup c'est aussi un fruit auquel on va pouvoir associer beaucoup d'idées. Par exemple, à Avalon, on va avoir aussi un pommier avec des fruits ronds. Comment est-ce que ces connaissances, ces croyances autour des plantes et de leur symbolique, elles se sont transmises jusqu'à nos jours? Encore une fois, histoire de l'art, surtout livre. Après, il y a peut-être certaines connaissances qui vont plutôt être du folklore, mais encore une fois, sur des choses très locales. Par exemple, il y a la thèse de Céline Signorini qui parle des plantes et des motivations sémantiques, où on voit qu'on ne va pas donner les mêmes noms aux plantes suivant certaines régions et qu'on ne va pas leur attribuer les mêmes vertus aussi. Donc ce sont des choses qui évoluent avec le temps. Et pour ne pas parler uniquement de comment dire, quand on parle de médecine par les plantes, on imagine souvent les potions des médecins et les potions et toutes les autres préparations qui ont pu être créées. Et c'est vrai que je parle souvent beaucoup d'Antiquité et du XVIIIe siècle, mais à partir du XVIIIe, XIXe, on a commencé à avoir des analyses plus précises sur certaines plantes. Et du coup, là, ça a été vraiment plus poussé et plus érudit pour définir des médicaments autrement plus efficaces aussi. Et pourquoi, justement, à ton avis, les gens perpétuent cette histoire ou ces croyances autour de ces plantes? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, bon, d'un point de vue spirituel, tout se défend de croire en telle ou telle histoire, de telle ou telle... Voilà. Mais là, on parle de plantes. Du coup, quel intérêt, selon toi, de perpétuer ces histoires, cette symbolique? Il y a un ouvrage de Jean-Jacques Vunenburger sur les médecines alternatives et pourquoi selon lui, c'est intéressant de s'intéresser à ces médecines parce qu'il y a, d'une part, c'est bien de parler de plantes médicinales il y a tout un renouveau des plantes médicinales qui est assez séduisant parce que ça permet, ça renvoie à l'idée de se reconnecter à la nature, de se reconnecter à soi-même, de réapprendre les bases aussi, puisque aujourd'hui, il y a un mème où on voit qu'on reconnaît plus facilement les logos de certaines enseignes que certaines plantes ou certaines feuilles d'arbres. Donc il y a aussi cette idée de revenir au basique et de prendre soin de soi à travers des choses simples. Et puis après, à mon sens, il y a une autre chose qui se joue aussi, c'est que le système médical aujourd'hui est pas du tout soutenu et parfois ça met les médecins dans des positions complètement désagréables et il n'y a pas le même rapport entre le patient et le médecin qui fait que il y a des personnes qui vont se détourner de ce système médical
et essayer de trouver un autre rapport pour se soigner, pour se guérir et pour se traiter, qui réévoque justement toute cette symbolique qu'on évoquait plus tôt sur l'idée de prospérité, d'abondance, et d'avoir une approche plus holistique de sa santé. On a je suis désolé les gars, j'arrive pas à prononcer vos pseudos, qui nous dit pourquoi les noms des plantes diffèrent-ils autant entre le latin français et l'anglo-saxon? On va pas nommer les plantes de la même façon suivant les époques. Par exemple, le dent de lion, c'est devenu le pissenlit. Et c'est après on a retrouvé le dent de lion en Angleterre, mais on l'a un petit peu délaissé en France, parce qu'on ne va pas forcément mettre en avant les mêmes caractéristiques. Pour le dent de lion, encore une fois, dent de lion, on va voir la fleur avec des petites dents. La fleur, qu'est-ce que je dis? La feuille avec des petites dents. Et après, on va se dire, ah non, mais en fait, c'est trop pratique parce que ça a des vertus diurétiques. Donc, disons plutôt pissenlit. Et suivant les ouvrages et les pratiques médicales de l'époque, ça va être le nom va être influencé aussi de cette manière. Mais pour revenir à l'aubergine, par exemple, alors il y a eu un nom tout à fait compliqué, on va dire, dans l'étymologie. Enfin, c'est pas compliqué, mais ça renvoie à plusieurs structures. Et puis les Anglais se sont dit, on va dire eggplant, ça ressemble à un petit œuf, donc voilà, on va le définir comme ça, ce sera plus simple pour nous. Donc c'est parfois au cas par cas et ça dépend vraiment des utilisations qu'on va en faire. On a aussi le millepertuis qui est en fait l'herbe de Saint-Jean. Alors il y a plein d'herbes de la Saint-Jean en fait. Donc le millepertuis en fait partie, on pourrait aussi parler de l'armoise. Et il y en a plein d'autres, mais là comme ça, c'est les seules qui me viennent. Et en fait, ce sont des plantes qui ont été réputées pour avoir des vertus médicinales, voire des vertus magiques, qui étaient utilisées potentiellement pour la Saint-Jean. Voilà, c'est à peu près tout. Il y a aussi des plantes qui sont utilisées avant la Saint-Jean ou la veille de la Saint-Jean, et il y a toute une période, on va dire, où la cueillette est plus intéressante durant la Saint-Jean parce que ça se rapproche de l'équinoxe. Et c'est intéressant de voir en fait que la fête chrétienne sert aussi à permettre des cultures et des cueillettes plus éloignées plus proches du folklore et des cultures populaires et un petit peu plus éloignées des connaissances bibliques, on va dire. Alors, sur les réseaux sociaux, il y a une question qui revenait aussi régulièrement, puisqu'on parle des plantes. C'est des questions autour du fameux manuscrit de Voynich. Alors après, il y a plein de prononciations, je ne sais pas comment tu le prononces toi, mais est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus sur ce manuscrit? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on sait à propos de ce manuscrit? Alors, le manuscrit de Voynich, il date potentiellement du XVe siècle, et c'est un manuscrit avec un alphabet qu'on ne connaît pas. Et du coup, la grande question, c'est de se demander qu'est-ce qui est écrit et quels sont les conseils qui sont donnés. On voit qu'il y a des dessins de plantes, donc on se dit herbier, potentiel. Il y a aussi des dessins en lien avec des illustrations en lien avec l'astronomie. Donc là, on arrive à faire des liens un petit peu particuliers, mais le côté plante, on ne sait pas trop. Il y a souvent des articles qui apparaissent parfois pour dire on a réussi à dire ce qu'il y avait dans le Voynich, on a tout décrypté, et puis finalement on n'arrive pas forcément à des conclusions très claires. Donc après, c'est un bel ouvrage qui fait un peu peur des fois avec certaines plantes. On se dit, je ne sais pas si ça existe vraiment, mais on peut faire quand même des liens avec justement le livre des simples qui a été réédité au XVe siècle, où on peut justement essayer de faire des parallèles et voir des références quand même à d'autres traités médiévaux qui pourraient avoir influencé. C'est quoi ce fameux livre des simples? C'est de Plater. C'est un livre des simples qui, du coup, décrit des simples et qui propose aussi des recettes à base de plantes médicinales. C'est quoi un simple? Je suis désolée. Pardon, c'est juste des plantes. Alors, pour être précis,
Soit c'est des plantes, soit c'est juste un remède qui se fait facilement à partir de matières qui ne sont pas modifiées ou trop mêlées. Par exemple, on va opposer souvent les simples aux concoctions de certains apothicaires qui sont compliquées, même si la terminologie varie suivant la conception qu'on en a. On va avoir soit simple, compliqué, soit simple, un seul, plusieurs, si tu veux. Mais souvent, ça va être à base de plantes faciles à trouver. Ça n'a rien à voir avec genre une encyclopédie pour les nuls. Non, non. Est-ce qu'on a des remèdes qui sont plus populaires que d'autres à la fin du Moyen-Âge, début Renaissance, à travers ce que nous en disent les écrits Remèdes, je sais pas, mais on va avoir deux tendances, on va dire. Je crois que la première tendance, c'est l'idée de faire une médecine avec des simples, donc où l'on a juste quelques plantes à mélanger et on n'a pas forcément des poudres ou des choses compliquées et chères à utiliser. C'est le premier point. Et puis après, on va avoir aussi beaucoup de boissons type vin herbé, vins médicinaux qui vont pouvoir intégrer facilement les diètes des patients. On nous pose des questions sur la sauge aussi. Alors la sauge ou la toute bonne, elle est souvent considérée comme une panacée. En même temps, rien que dans son nom, ça vient de salvia, qui est rapproché de ce qui sauve. Déjà au XVIe siècle, on a l'idée que on est sauvé si on a de la sauge dans son jardin. Après, je crois qu'elle est encore un petit peu utilisée en herboristerie, mais peut-être pas avec toutes les propriétés qu'on a pu lui attribuer. On a Plantoscope qui nous pose une question. Alors on l'a un petit peu abordé au début du live, mais peut-être que c'est bien de revenir un petit peu dessus. Quelle est la méthodologie que tu utilises, ta méthodologie d'exploration littéraire, on va dire, pour un sujet comme ça? Alors la première étape, c'est de faire une veille étymologique. Donc je vais rassembler tous les dictionnaires que j'ai sur moi et je vais lister tout que j'ai sur moi ou que j'ai à la bibliothèque. Et je vais lister tous les noms de plantes que je trouve et tous les sens des plantes que je trouve. Déjà, dans ces noms et dans ces significations, je trouve déjà des mythes et je peux voir si la plante a, on va dire, une image qui est fortement développée ou qui est moins développée ou qui peut être développée et qui a peut-être d'autres pistes dans des écrits plus spécialisés. Et une fois que j'ai fait cette première veille, on va dire étymologique, je réunis un corpus de plantes entre l'Antiquité au XVIIIe siècle, donc c'est le Moyen-Âge long de Jacques Le Goff, pour essayer de voir comment ces sens apparaissent aussi au cours de l'histoire dans des écrits qui sont, on suppose, fortement diffusés et donc qui permettent de repérer des tendances qui seraient présentes dans les représentations mentales de l'époque. Donc le but, c'est de voir si les tendances ont persisté ou si au contraire, elles ont disparu, quand, à quelle époque. Et de voir justement si les tendances qui ont été positives peuvent être mises en valeur aujourd'hui. Par exemple, le chêne, ça a souvent été un symbole de robustesse et de force. Est-ce qu'on peut le retrouver dans des marques ou dans des projets poétiques et littéraires qui sollicitent cet imaginaire? Ma Barbs qui nous demande quelle a été la découverte la plus marquante que tu aies pu faire lors de tes recherches sur le symbolisme des plantes. Quand j'ai commencé les recherches sur le poivre, j'ai trouvé juste cette histoire de dragon et je me suis dit, ah, ok, c'est comme l'histoire des Hespérides, il y a un lien qui se fait, mais j'avais pas encore tiré le fil jusqu'au bout et petit à petit, en fait, j'ai découvert qu'il y avait des plantes draconesques. Donc je m'explique, c'est des plantes qui sont décrites en fonction des caractéristiques d'un serpent. Donc on va avoir la serpentaire, pour les arbres on va avoir le dragonnier, et du coup on va attribuer, comme il y a une description sur le serpent, on va attribuer aussi des vertus du serpent ou du dragon sur les plantes.
Par exemple, on va dire que la serpentaire permet d'avoir une belle peau, qu'elle permet de lutter contre le venin. Ou comme Drakai, ça veut dire regarder fixement, on va dire que certaines plantes associées au dragon vont permettre de soigner la vue. Et c'est intéressant, je trouve, d'avoir ce fil conducteur qui peut être suivi ou pas, parce qu'il y a des fois, on fait des rapprochements qui vont se dire, ah mais c'est incroyable, et puis en fait, rien du tout, ça s'arrête là, et c'est juste un biais qu'on avait envie de confirmer. Mais là, ça aboutit à quelque chose, et j'espère que ce sera publié en 2022. Alors aujourd'hui, on donne des significations aux couleurs, par exemple, des différentes roses. On associe le rouge à la passion, le jaune au fait d'être cocu, etc. Est-ce que ces couleurs-là, elles se retrouvent déjà dans la littérature des plantes à cette époque? Alors, pour le lys, la blancheur, c'est clair. On va dire le lys est blanche, donc on va valoriser cette plante qui est plante de la pureté. Après, au niveau des couleurs, donc c'est on va dire deuxième moitié du Moyen-Âge, elles ne sont pas toujours très fixées. Enfin, c'est compliqué. Par exemple, la rose, on va dire que la rose est rouge. Et c'est plutôt plus tard, vers la fin du Moyen-Âge, qu'on va commencer à dire rose. Et pareil pour la violette peut être blanche ou purpurine. Mais donc il y a cette partie-là où on voit pas forcément les fleurs de la même couleur suivant les époques. Pareil pour décrire des plantes ou même des feuilles, on va dire que, par exemple, la menthe, on va dire c'est une feuille noire parce qu'elle est plus foncée. Après, il va exister une autre menthe blanche parce que la feuille est plus claire. Donc il y a ces jeux de couleurs et c'est important de le signaler, qu'on ne voit pas les choses de la même façon aussi quand on décrit la plante. Peut-être que tu peux nous développer un petit peu les autres plantes que tu avais évoquées tout à l'heure, parce que parmi les 7 que tu as évoquées, on les a pas toutes faites. Je peux évoquer la mélisse, par exemple, qui est l'herbe aux abeilles, la feuille des abeilles, qui est intéressante puisqu'elle permet de décrire un petit peu son environnement. Donc on a une plante, mais on a déjà tout un paysage qui se dresse. Ce qui est intéressant aussi avec la mélisse, en plus d'avoir tout un lieu, c'est aussi les vertus qu'on a pu lui attribuer et les usages, les façons dont on a pu la préparer. Par exemple, dans la mélisse, on a l'eau des carmes, la mélisse est utilisée dans l'eau des carmes, qui a été attribuée à des religieux, puis après qui a été un peu disputée par des apothicaires entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Et qu'est-ce que c'est exactement? Excuse-moi. L'eau des carmes, c'est une boisson médicinale, une sorte de cordial, avec un assemblage de plantes. Donc on va trouver de la mélisse, de l'anis, du fenouil. Après, toutes les recettes varient, même si c'est une recette unique tenue par des religieux que personne ne connaît. On retrouve souvent une recette principale et puis après d'autres recettes dérivées. Et ce qui était intéressant avec la mélisse, c'est que souvent elle n'est pas très connue, en tout cas on en parle assez peu, mais on voit quand même qu'il y a un imaginaire qui peut être développé autour d'elle et potentiellement une recette, une infusion ou encore une fois un produit à base de plantes qui peut être créé autour d'elle. Pour revenir sur le tilleul justement, comme en fait j'avais parlé de 2 arbres dans ma thèse, il y en a un qui était intéressant, je trouvais, parce qu'il avait des fruits et l'autre non. Donc on a parlé un petit peu de la pomme d'orange et du fait que ça évoquait un petit peu l'exotisme. Et dans le tilleul, on ne va pas parler de son fruit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va quand même trouver d'autres centres d'intérêt autour de son bois, autour de sa feuille avec Siegfried. Et finalement, quand une plante ou un arbre nous intéresse, va y avoir forcément des liens qui vont être créés, des formations de mythes qui vont plus ou moins s'établir autour de ça. On a une petite question sur le gui. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose ou pas? Parce que c'est une plante qui, dans l'imaginaire, alors est associée aux druides, tout ça, même s'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais par la suite, justement, est-ce que le gui fait partie des plantes aux propriétés curatives ou pas? Le gui, on le croise, on en parle souvent chez Pline parce que c'est un des passages où il parle vraiment
Donc Pline, 1er siècle, c'est un encyclopédiste qui, on va dire, réunit une très grande somme d'informations sur l'histoire naturelle, et donc il y a toute une partie sur les plantes. Et à un moment, il va parler de ce gui druidique, et c'est assez surprenant parce qu'il n'y a pas d'autre évocation de cette culture qui est très fréquente dans son texte. Mais à part ça, alors c'est sûr que c'est utilisé, mais pas abordé au XVIe siècle, ou très peu, et pas dans les ouvrages que j'ai étudiés. Je tente la question, même si c'est à moitié dans le médicinal. Sur les choux, est-ce qu'il y a des choses à dire ou pas? Parce qu'avec les gars qui naissent dans les choux, par exemple, et les filles dans les roses. J'avais fait de brèves recettes sur le chou parce que, en fait, c'est une plante qui se cultive bien. Donc, on en parlait souvent, que ce soit à la fin du Moyen-Âge ou à la Renaissance. Parce que quand on a faim, on se fait des choux. C'est un légume qui est cultivé sur des terres sèches, donc ça pousse bien, si je me souviens bien. Et cette histoire d'enfants qui naissent dans les choux, j'ai cherché et j'ai trouvé que des traces au 19e siècle dans des ouvrages, des journaux, un petit peu journaux de maman, qui essaient d'expliquer la vie à ses enfants de façon un petit peu originale, mais j'ai pas. Après, peut-être que dans le folklore, il y a d'autres choses, hein, mais c'est pas ce qu'on trouve dans les textes médicinaux, quoi. Depuis tout à l'heure, tu es assez généreuse en termes de références à nous donner, en termes de bibliographie. Est-ce que tu as des auteurs ou des livres peut-être à conseiller aux gens qui nous écoutent, s'ils ont envie de se renseigner sur ces plantes et leurs interprétations, leurs représentations? Pour les représentations des plantes, bon, je vais faire ma pub, mais mon mémoire est en ligne, ma thèse est en ligne, donc s'il y a des choses que j'ai mal formulées ou qui n'étaient pas claires, il y a toujours cette référence en ligne. Et sinon, ce qui est intéressant quand on veut parler d'histoire des plantes, surtout, j'ai pas trop parlé de plantes magiques, du coup, Michel Bilimoff a écrit un livre qui s'appelle Enquête sur les plantes magiques, qui est très bien renseigné, et aussi qui est agréable à lire. Il y a beaucoup d'illustrations. Pour parler de l'imaginaire, il y a le dictionnaire critique de Bernard Sajan et Jean-Loïc Lequelec. Ensuite, Jacques Le Goff, si vous voulez vous renseigner un petit peu sur le Moyen-Âge. Michel Pastoureau aussi, il y a des livres aux éditions Poche qui sont très bien. Et sinon, Philippe Walter aussi, un ouvrage qui est petit et intéressant pour s'intéresser aux croyances populaires au Moyen-Âge. Voilà, c'est les 5 que je trouve pas mal pour aborder l'histoire des plantes et l'imaginaire aussi. Bah c'est top. Et d'ailleurs, tout à l'heure on parlait des couleurs. Pour tout ce qui est couleurs, hein, Pastoureau a beaucoup travaillé dessus aussi, et c'est vachement bien, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-dessus. Ah oui, si vous voulez si vous vous intéressez aux sorcières, comme c'est pas... Enfin, je m'intéresse surtout aux médecins qui connaissent les plantes médicinales, mais pas aux sorcières qui connaissent les plantes médicinales, parce que, encore une fois, c'est plus du côté de la littérature démonologique. Mais il y a une conférence en ligne de Marianne Clausson, je crois, qui parle de l'imaginaire de la sorcière et qui développe justement des questions que j'ai croisées dans les commentaires sur Facebook. Voilà, j'espère que ce sera des pistes qui vous intéressera. Bah écoute, en tout cas on va mettre ton boulot en lien dans le chat, sur la rediff qui aura lieu sur YouTube, aussi sur sur le podcast. Tous ceux qui nous écoutent en podcast, on vous invite à aller vous renseigner sur le travail d'Audrey Dominguez, du coup, autour de sa thèse. Merci Audrey de nous avoir accordé un petit peu de ton temps ce soir. Merci à vous. De ta part. Et à très bientôt, du coup. Oui, à bientôt, bonne soirée. Salut.